Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais analyser l'action Apple, donc on va regarder si l'entreprise est de qualité, on va regarder aussi est-ce que c'est une entreprise qui a atteint son pic ou bien est-ce qu'elle a encore de quoi se développer. Et en fin de vidéo je calculerai sa valeur intrinsèque pour savoir à quel prix je veux l'acheter pour battre le marché et est-ce que le prix actuel me convient. Donc déjà je vais passer assez rapidement sur les critères de qualité puisque bon, Apple c'est pas trop une surprise, c'est assez connu que c'est une entreprise de super qualité et j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet. Donc on passe rapidement, donc ça c'est mes 6 critères pour déterminer si une boîte est de qualité suffisante pour que je m'y intéresse plus. Donc d'abord je regarde est-ce qu'il y a de la croissance du chiffre d'affaires et de la croissance du free cash flow. Je veux qu'elle soit supérieure à 10% chacune. En l'occurrence, pour le chiffre d'affaires, c'est plus 12% par an en moyenne sur les 5 dernières années pour Apple. Et pour le free cash flow, c'est 17,84% en moyenne. Donc tout ça, c'est bon. Le ROE moyen, c'est la capacité de l'entreprise à réinvestir l'argent des actionnaires ou ses bénéfices. Donc je veux qu'il soit d'au moins 15%. C'est-à-dire que quand Apple investit 100%, ils arrivent à en ressortir 15 de plus, au minimum. Là, dans le cas présent, c'est même 120%, ce qui est extrêmement élevé. Et pourquoi ils ont un ROE aussi élevé? C'est parce qu'ils ont pris pas mal de dettes quand les taux étaient bas ces dernières années. Et donc vu qu'il y a une partie de l'argent investi qui n'est pas de l'argent des actionnaires ou des bénéfices, mais qui est la dette qu'ils ont empruntée, et ben ça booste le ROE. Parce que la formule de ça, c'est net income, bénéfice net, donc divisé par l'equity. Et donc l'equity, c'est la partie de l'entreprise qui revient aux actionnaires, contrairement à la dette. Donc ce qu'il faut vérifier quand on a un ROE aussi élevé, c'est que l'entreprise ait une dette qui soit gérable. C'est donc mon critère suivant, donc la dette nette divisée par le free cash flow. Donc en gros, ça nous permet de savoir avec en combien d'années en fait l'entreprise pourrait rembourser toute sa dette. Et elle peut le faire en moins d'1 an, ce qui est très bien, on veut que ce soit possible en moins de 3 ans. Si on va regarder en détail, on voit dans la balance sheet qu'ils ont la dette nette 80 milliards de dettes. Donc ça peut paraître élevé, mais pour Apple, c'est gérable puisqu'ils génèrent sur une année plus de 100 milliards de free cash flow. Donc pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, mon critère suivant, c'est l'évolution du nombre d'actions en circulation sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est pour m'assurer que l'entreprise ne vende pas de nouvelles actions et donc ne dilue pas ses actionnaires. Donc comme je le dis dans chaque vidéo, si vous possédez 1% d'une boîte et qu'elle vend des nouvelles actions, et ben vous allez en posséder seulement plus que 0,9, 0,8, 0,7%, etc. Donc on veut soit des boîtes qui ne touchent pas au nombre d'actions, soit dans l'idéal des boîtes qui rachètent leurs propres actions si elles considèrent qu'elles sont sous-évaluées. Et Apple rachète massivement ses actions, donc sur les 5 dernières années, le nombre d'actions a baissé de 18,37%. Donc très bien. Et dernier critère, je regarde la marge du free cash flow, donc je veux investir dans des entreprises qui ont un niveau de marge assez confortable, c'est-à-dire supérieur à 10%, et dans le cas d'Apple, la marge du free cash flow est de 25,45%, 44%. Donc sans surprise, Apple c'est une entreprise de super qualité. Donc dans le cas d'Apple, ce qui est important, c'est de se demander est-ce qu'ils peuvent encore croître, est-ce qu'ils peuvent encore se développer, ou est-ce qu'ils ont atteint leur pic. Parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait déjà quasiment 400 milliards de chiffre d'affaires sur une année, et qui ont une capitalisation boursière d'à peu près 3000 milliards, donc la plus grosse entreprise au monde. Et donc pour se faire un avis là-dessus, je commence par regarder comment est-ce que Apple gagne de l'argent aujourd'hui. Et si on se met sur la date la plus récente, on voit qu'aujourd'hui, les revenus d'Apple, c'est 48,5% avec l'iPhone, ensuite 7% d'iPad, 8,36% de Mac, 26% de services et 10% avec tout ce qui est montres, HomePod, toutes ces choses-là. Et si on revient dans le passé, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont fait un bon travail de diversification de leurs revenus parce qu'on avait un pic en 2017, il y avait 70% des revenus qui venaient de l'iPhone. Et d'ailleurs, cette période 2016-2017, j'investissais pas encore, mais je crois que c'était une période où les gens étaient assez pessimistes sur Apple et elle était valorisée pas très cher justement parce que les gens pensaient déjà que le marché du smartphone était déjà trop mature. Et en plus, Apple, c'était une entreprise quasi monoproduit. Et on voit que depuis cette date, la partie iPad n'a pas spécialement pris plus de place. C'était 6,64 contre 7 aujourd'hui. Les Mac 7,81, on est passé à 8,36. Et sur les montres, wearables, home, accessories, tout ça, on est passé de 6 à 10, donc quand même pas mal. Mais ce qui a fait la plus grosse différence pour Apple depuis ce moment-là, c'est le développement de la partie service.
Donc c'est tout ce qui est abonnement à iCloud, tout ce qui est Apple TV, Apple Fitness, etc. Et ça inclut aussi leur business de publicité qui est assez récent. Et cette partie service est passée de 9,6% à l'époque à aujourd'hui 26%. Et quand on lit le dernier rapport trimestriel, on apprend que sur ce trimestre, les ventes d'iPhone, par exemple, ont été en légère baisse, mais la partie service a encore eu une croissance de 8%. Donc aujourd'hui, c'est la partie du business d'Apple qui a la plus belle croissance, et c'est un point super important quand on analyse Apple, puisque les services, c'est un business à beaucoup plus haute marge, c'est 70% de marge sur les services, alors que c'est 35% de marge sur les produits. Donc plus la partie service continue à croître, et je pense qu'ils ont encore de la marge, et bah plus les marges globales d'Apple vont augmenter. Donc on peut s'attendre, je pense, à une amélioration des marges à moyen terme pour Apple. Et d'ailleurs, ce trimestre, ils ont eu leur record de revenus sur la partie service. Donc maintenant qu'on a vu comment Apple gagne de l'argent, on va regarder où est-ce qu'ils gagnent de l'argent. Donc ici, j'ai pris leurs documents financiers et là, ils nous donnent les ventes par région. Donc si on prend en pourcentage, l'Amérique, ça donne 43% du chiffre d'affaires, l'Europe 25%, sachant que je crois que dans l'Europe, si j'ai bien compris, ils prennent en compte l'Inde. L'Inde est dans l'Europe pour je ne sais quelle raison. En Chine, c'est 19%, au Japon, c'est 6%, et reste de l'Asie-Pacifique, c'est 7%. Donc c'est des revenus qui sont assez diversifiés au niveau international. Et récemment, il y a eu quelques news qui peuvent faire un petit peu peur par rapport à la Chine. Et donc des rumeurs comme quoi la Chine voudrait bannir les iPhones, etc. Mais quand on regarde les détails de ce qu'ils veulent faire, c'est simplement interdire aux employés du gouvernement d'utiliser des iPhones, enfin même pas des iPhones d'ailleurs, d'utiliser des téléphones non chinois pour le travail et de les amener au travail. Donc ça ne concerne que les employés du gouvernement et ça ne concerne que l'utilisation professionnelle. Donc c'est une décision qui n'est pas spécialement étonnante, qui ne cible pas Apple. Et d'ailleurs, les États-Unis ont fait quelque chose de plus radical, puisque eux, ils ont interdit l'utilisation de téléphones chinois spécifiquement aux employés du gouvernement. Et leur ont aussi interdit d'installer TikTok, par exemple. Et en plus, en Chine, il y aurait à peu près 5 millions de jobs qui seraient dépendants de la présence d'Apple dans le pays. Donc ce serait pas vraiment dans l'intérêt de la Chine de bannir Apple dans tout le pays. Et donc l'impact estimé concret de cette mesure chinoise sur les ventes d'iPhone, ce serait de seulement à peu près 500 000 personnes, ce qui pour Apple représente vraiment une goutte d'eau. Et en parallèle de ça, au dernier trimestre, Apple a eu son record de chiffre d'affaires pour la Chine, et d'ailleurs pareil pour l'Europe. Donc je suis pas trop inquiet de mon côté pour ces histoires de Chine. Ensuite, un autre sujet très important pour le futur d'Apple, c'est le sujet de l'Inde. Donc l'Inde qui est apparemment inclus dans cette partie Europe. Et quand on lit le dernier rapport trimestriel, ils nous disent qu'ils ont eu une croissance à 2 chiffres en Inde, qui est maintenant le pays le plus peuplé au monde, donc plus d'1,4 milliard de personnes. Ils sont passés devant la Chine il y a quelques mois. Et c'est aujourd'hui le deuxième plus gros marché au monde pour les smartphones. Et là-bas, Apple a encore qu'une petite partie du marché. Donc ils ont une grosse opportunité de croissance là-bas, puisque l'Inde c'est un pays qui se développe assez vite, ils ont une belle croissance. En plus ils sont 1,4 milliard, et en plus Apple a encore une part du marché qui est assez faible. Et je pense que plus le pays va se développer, plus le pays va s'enrichir, plus les gens vont se diriger vers des iPhones. Aujourd'hui on remarque qu'en gros plus le pays est riche, plus la proportion d'iPhone est élevée. Et aux US c'est même au-dessus de 50% aujourd'hui d'iPhone. Et vu qu'ils ont une croissance à 2 chiffres en Inde actuellement, et plutôt une stagnation globale cette année, ça veut dire qu'ils sont plutôt apparemment sur la bonne voie pour bien se développer là-bas. Ensuite, j'ai trouvé un article intéressant qui parle des comportements d'achat pour les smartphones chez les adolescents américains aujourd'hui. Et apparemment, aujourd'hui, il y aurait quasiment 90% des adolescents américains qui posséderaient un iPhone plutôt qu'un téléphone Android. Donc c'est largement plus que la moyenne nationale qui est dans les 50-55% à peu près. Et donc ça c'est hyper positif pour le futur, hein, puisque ces personnes-là, qui sont aujourd'hui adolescents, bah, c'est des personnes qui vont faire le gros de la consommation dans 5, 10, 20 ans. Et la majorité vont sûrement pas changer leurs habitudes d'achat, puisqu'ils ont pris l'habitude de ce produit, ils vont en général vouloir garder cette habitude.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, c'est une question de statut, principalement due à iMessage, donc l'application de messagerie. Puisque si c'est un iPhone qui vous écrit, les messages sont en bleu, mais si c'est un Android, les messages sont en vert. Et du coup, apparemment, chez les adolescents, dans les écoles, ça stigmatise un peu ceux qui ont, qui envoient des messages verts, donc ça veut dire qu'ils ont un Android. Et donc ça donne une incitation à prendre un iPhone pour pas faire partie de ce sous-groupe, entre guillemets. Et ils ont interviewé par exemple un mec de 14 ans qui voulait avoir son premier smartphone, et il a dit à son père qu'il voulait soit un iPhone, et si c'était pas un iPhone, il préférait carrément ne rien avoir. Donc là, c'est encore un point qui est hyper positif pour l'avenir d'Apple, et surtout que là, on parle pas de la partie service, mais on parle de leur source de revenus principale, leur produit qui représente 50% de leurs revenus, donc l'iPhone, qui devrait continuer à gagner des parts de marché. Et d'ailleurs, c'est confirmé par un autre point qui nous disent dans le dernier rapport trimestriel aussi, c'est qu'au dernier trimestre, ils ont eu un record de ce qu'ils appellent des iPhone switchers. Donc, c'est des personnes qui étaient sur Android et qui switchent pour passer sur iPhone. Donc là, au trimestre, c'est le maximum qu'ils ont jamais eu. Donc, c'est plutôt bon signe pour l'avenir, et ça veut aussi dire que le mode se renforce. Et en plus de ça, au dernier trimestre, ils ont aussi atteint leur record d'iPhone en utilisation. Et un autre point qui me rend hyper positif pour l'avenir d'Apple, c'est qu'ils fournissent tout le hardware aux personnes qui sont dans la creator economy. Donc moi, globalement, je suis hyper bullish sur la creator economy. Je pense que à long terme, ça va être de plus en plus la norme en fait de partager son travail en public, soit dans des vidéos, soit dans des articles, etc. Et j'ai pas trouvé de stats là-dessus, mais ça me paraît évident qu'il y a une surreprésentation de produits Apple chez les créateurs. Et donc Apple bénéficie et va continuer à bénéficier du développement de ce marché qui, selon moi, est pas un effet de mode, mais une vraie grosse tendance long terme. Sujet suivant important à se demander, c'est est-ce que Apple a un moat? Donc on considère en général qu'il existe 4 moats ou remparts concurrentiels. Donc le premier, c'est le fait d'avoir les prix les plus bas. Souvent, c'est quand une entreprise atteint une énorme taille, ils peuvent avoir des volumes très élevés qui leur permettent donc d'avoir les coûts les plus faibles et donc de faire payer les prix les plus faibles aux clients, ce qui leur donne donc un avantage concurrentiel. Ça, c'est par exemple le cas d'Amazon. Donc pour Apple, là, c'est pas le cas. Pour le coup, c'est des prix plutôt élevés. Ensuite, il y a le network effect. Donc ça, c'est quand un produit ou un service gagne en valeur au fur et à mesure qu'il gagne des utilisateurs. Ça, c'est plutôt typique, par exemple, des réseaux sociaux. Donc Meta, c'est leur gros mode principal. Pour Apple, je pense pas qu'ils aient un network effect particulièrement. Ensuite, mot numéro 3, c'est les switching costs. Et là, par contre, je pense qu'Apple, c'est pas je pense, c'est même sûr, que Apple est concerné. Donc, c'est des coûts de transfert. C'est lorsqu'il est difficile pour les clients de passer chez un concurrent une fois qu'ils ont commencé à utiliser ce produit. Et donc ça, c'est ce que Apple fait avec son écosystème. Chaque produit interagit avec les autres et fonctionne mieux si tu as aussi les autres produits. Et donc, une fois que tu es dans l'écosystème et que tu es habitué, c'est hyper dur d'en sortir et de passer chez la concurrence et de tout réapprendre et de perdre les interactions, les synergies entre les produits, etc. Et le dernier type de moat, c'est les actifs intangibles. Donc plus précisément, en général, c'est la marque. Donc le fait d'avoir une marque forte qui donne aux gens, par exemple, une impression de statut, la sensation d'appartenir à un groupe ou à un mouvement. Et ça, je pense que c'est le mot numéro 1 d'Apple. Pour moi, c'est la marque la plus forte qui existe actuellement. Il n'y a pas une marque plus forte, je pense. Donc oui, Apple a un mot, ils en ont même 2 qui sont très puissants. Et on voit que ça a pas l'air le mot n'a pas l'air de s'affaiblir. Déjà, le ROE n'est pas en baisse, les marges ne sont pas en baisse, les jeunes se dirigent de plus en plus vers ces produits-là. Et la satisfaction des utilisateurs est hyper élevée. Je suis passé sur MacBook Pro depuis peut-être 2-3 ans maintenant. Et je me demande ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Et clairement, je me verrais pas retourner en arrière. Et donc, je vais volontiers me faire enfermer dans cet écosystème. Donc, en conclusion, si on combine tous ces points, donc les critères de qualité qu'on a vus ici, la croissance en Inde, l'expansion des marges grâce aux services, le mode qui n'a pas l'air de s'affaiblir, etc., etc., et mon expérience personnelle aussi, et l'expérience des personnes que je connais, Apple, c'est une entreprise d'excellente qualité, peut-être la meilleure entreprise qui existe aujourd'hui, ou en tout cas vraiment dans le top du top. Et je suis pas du tout inquiet pour leur avenir. Et donc maintenant, on va faire la valorisation pour savoir à quel prix je veux acheter cette action. Et est-ce que le prix actuel de 174 $ me convient ou pas. D'ailleurs, si vous aimez la vidéo, ça me ferait plaisir si vous pouviez mettre un petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, pour la valorisation. Donc d'abord, on va devoir trouver quel est le dernier free cash flow par action.
Donc je l'ai trouvé ici, il est de 6,35 $ actuellement. Ensuite on va devoir estimer deux choses, donc pour estimer quels vont être les free cash flow par action dans le futur. Donc là j'ai les croissances du free cash flow par action des dernières années. Donc 23,85% l'année dernière, c'est aussi la moyenne sur les 5 dernières années, et 18% sur les 10 dernières années. Quand on regarde les estimations des analystes, on est plutôt vers les autour des 9%. Et honnêtement, 9% pour Apple, je me demande si c'est pas un peu pessimiste, et que peut-être le fait que l'entreprise soit déjà grosse pousse peut-être les analystes à envisager des niveaux de croissance assez faibles, parce que déjà que Apple devrait encore réussir à faire croître ses revenus. Ensuite, on a vu que les marges allaient sûrement continuer à augmenter, donc c'est-à-dire que le free cash flow va croître plus vite que les revenus. Et ensuite, en parallèle de ça, ils font aussi des rachats d'actions. Donc ça veut dire que le free cash flow par action va augmenter encore plus vite que le free cash flow, qui lui-même augmente plus vite que le revenu. Donc, pour être assez conservateur, je vais mettre les 9%, et je vais pas mettre moins, parce que je pense que ça inclut déjà quand même une marge de sécurité pour Apple. Après, je peux totalement me tromper, hein, c'est mon analyse et mes estimations, donc posez-vous aussi les questions de votre côté. Ensuite, il faut estimer quel va être le multiple de valorisation qu'aura l'entreprise dans 10 ans. Donc pour une entreprise, on va dire banale, un PI moyen, c'est 15. Pour une entreprise d'excellente qualité, je prends plutôt 20. Alors Apple, ils ont déjà eu des ratios de valorisation qui étaient en dessous des 20, mais pour le coup, je pense que le mode s'est vraiment beaucoup amplifié depuis. Et donc je pense que compter sur un PE ratio du 10 ou 15 pour Apple, il y a un risque qu'elle n'y retourne jamais. Et ensuite, j'irai pas au-dessus de 20 pour quand même avoir une marge de sécurité. Je pense qu'un PE de 20 pour une boîte comme Apple, c'est correct. Donc je mets 20. Et ça nous donne à quel prix acheter l'action pour avoir telle performance annuelle, en partant du principe que ces estimations sont exactes, ce qui n'est pas du tout sûr. C'est juste mon analyse. Et c'est aussi possible que ces prix ne soient jamais atteints, puisqu'on voit que l'entreprise est aujourd'hui à 174 $, d'ailleurs ils étaient à 190 il y a à peine une semaine je crois. Et pour faire une performance supérieure à un ETF S&P 500, c'est-à-dire 10% par an, il faudrait acheter l'action en dessous de 170 $. Et donc de mon côté, je regarde plutôt autour des 12-13% pour avoir encore une marge de sécurité et avoir une haute probabilité de battre le marché. Et donc je serais plutôt intéressé si l'action passe en dessous des 140 $. Et si on va voir le cours de l'action, on voit que c'est pas une attente délirante, puisque il y a à peine 9 mois, l'entreprise était à 129 $. Un petit peu avant, elle était passée 2 fois en dessous des 140 et même une 3e fois en juin 2022. Donc j'espère que cette correction va continuer. Là, les gens sont assez négatifs, je trouve, sur Apple depuis leur keynote de mardi avec les nouveaux iPhones, nouvelle Apple Watch, etc. Donc j'espère que ce pessimisme va continuer un petit peu pour amener Apple à un prix qui m'intéresse. Et à ce moment-là, j'entrerai dans l'action. Puisque malheureusement, j'étais pas entré à ce moment-là. Et je suis en train de développer un site qui permettra de faire toute cette analyse, donc les critères de qualité, voir aussi facilement les documents financiers, et faire aussi la valorisation de l'action comme je viens de faire pour déterminer à quel prix on peut être intéressé par une action. Donc si vous voulez être tenu au courant de son lancement, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour être prévenu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!